Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Caroline Félix, directrice de la ruche industrielle. Dans le respect des mesures sanitaires, donc cette conférence se déroule à distance et en présentiel pour une poignée de personnes en face de nous. Cette intervention est enregistrée, cela permettra la diffusion d'un replay et je vous invite donc tous à couper votre micro s'il vous plaît pour ne pas créer des bruits parasites et éventuellement aussi votre vidéo si vous ne souhaitez pas être intégré au replay. Vous pouvez formuler des questions tout au long de l'intervention dans le chat. Elles seront traitées lors du temps de questions-réponses qui interviendra à la fin de la présentation de David. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir David Zak, président de Fil-Cortix et spécialiste depuis plus de 20 ans d'informatique industrielle. Il nous propose aujourd'hui de découvrir les clés de l'application de l'intelligence artificielle dans l'industrie en s'appuyant sur son expérience terrain du secteur industriel. Alors, quels sont les enjeux de l'introduction de l'intelligence artificielle dans l'industrie? Est-ce si compliqué que ça en a l'air? Je passe la parole à David et vous souhaite une bonne conférence à tous. Merci Caroline. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là pour vous parler du sujet de l'IA dans l'industrie. J'aurais largement préféré, je vais poser mon masque, vous avoir tous en face de moi, ça aurait été plus sympa et plus simple, mais bon, on va faire avec. Donc aujourd'hui, je vais vous parler assez peu de technique, enfin en tout cas le strict nécessaire, et plutôt vous partager mon retour d'expérience après une longue carrière dans l'industrie, mais surtout 3 ans dans la mise en œuvre de modèles prédictifs d'intelligence artificielle appliqués à l'industrie. Essayer de vous expliquer les clés de tout ça, et surtout comment on réussit, en tout cas les ingrédients qu'il faut y mettre et ce qu'il faut considérer pour arriver au bout. Bien évidemment, ça c'est au moment où on en a besoin que ça ne marche plus. On va faire autrement, ça ne marche pas non plus. Ok. Alors, donc je vais vous parler un peu de contexte, dans quel contexte on se trouve. Ce ne sera pas une surprise, c'est l'industrie 4.0, un tout petit peu de technologie, plutôt pour essayer de démystifier et puis d'expliquer que finalement c'est complexe, mais pas tant que ça, ou en tout cas, il y a des clés pour réussir. Les acteurs, c'est super important à mon sens, et on va essayer de parler effectivement de qui compose ces projets-là et de l'organisation qu'il faut avoir, les enjeux, les clés de succès. Là, pour le coup, ça sera vraiment un Rex de cas d'application. Et puis, quelques cas d'usage pour illustrer tout ça, s'il me reste suffisamment de temps, parce que ça va être assez court. Alors, le contexte, vous le connaissez tous, je pense, hein, c'est le contexte d'industrie 4.0. Les systèmes cyberphysiques, l'Internet des objets, les réseaux. La définition est assez floue au final, mais peu importe. On voit là-dedans du jumeau numérique, de la réalité augmentée, de l'impression 3D, et puis tout ce qui concerne les machines connectées, la maintenance prédictive, la qualité prédictive, l'Internet des objets, qui sont finalement les sujets qui nous occupent, nous, chez Cortex. Moi, ce que je veux retenir de ça, et ce que je vais illustrer ensuite, c'est qu'une nouvelle organisation de la production, à travers le digital, les données et leur exploitation. Et ça va être un peu le fil conducteur de mon explication aujourd'hui, c'est ces données, comment on les exploite, comment on les traite et comment surtout, encore une fois, on s'organise autour de tout ça. Alors si on regarde les choses un peu différemment, pourquoi l'IA, pourquoi traiter des données, j'aime bien partir de ce schéma de Gartner qui résume un peu les différents types d'analyses qu'on peut avoir d'un système, d'une machine, etc. Partant du départ, le plus bas de l'échelle, l'analyse descriptive, en fait, on cherche à comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est le b.a.-ba, mais c'est déjà un premier niveau d'information qui nous permet de ne pas reproduire ou en tout cas d'être plus efficace quand ça arrive de nouveau. Mais là, vous l'aurez compris, on est dans le correctif. Un niveau d'analyse un peu supérieur, quelle analyse diagnostique, là, on s'attache à essayer de comprendre ce qui s'est passé, encore une fois, pour l'éviter, pour être plus efficace. On est dans le préventif et dans le conditionnel. Et en fait, le traitement de données, l'IA, etc., va nous permettre d'avancer sur ces sujets-là pour passer au prédictif. Et là, en fait, l'enjeu, il est assez simple, c'est de ne plus subir. Alors, c'est le grand rêve dans l'industrie, hein, j'ai toujours un temps d'avance et je sais ce qui va se passer, donc du coup, j'agis. Et donc, c'est ce que l'IA, c'est le levier qu'on se propose d'actionner à travers l'IA. L'étape d'après, parce qu'il y en a encore une, c'est le prescriptif. On va utiliser le prédictif pour agir et pour contrôler et pour faire en sorte que ce qu'on veut arrive ou ce que l'on ne veut pas n'arrive pas. Et donc, on a encore plus de temps d'avance.
Bon, l'industrie aujourd'hui est plutôt dans le descriptif et dans le diagnostic. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on peut franchir cette étape du prédictif. L'étape prédictive, c'est, vous le verrez, je l'expliquerai brièvement, avant tout un enjeu technologique et organisationnel. L'étape d'après, c'est plutôt un enjeu dans les têtes. On cherche à être convaincu que le prédictif marche avant de confier le pilotage des machines à un robot, à une intelligence artificielle, etc. Malgré tout, je vous l'illustrerai dans un des 3 exemples à la fin de l'exposé, il y a quand même des cas et il y a quand même des situations dans lesquelles on peut aller jusqu'à piloter par une IA. Bon, juste pour expliquer qu'on passe d'un niveau d'information à un niveau d'optimisation, donc on va beaucoup plus loin, c'est plus complexe aussi, mais par contre on augmente sensiblement la valeur. Et ce qu'on cherche dans le cadre de l'industrie, c'est la performance des équipements. Optimiser la qualité, optimiser le temps de fonctionnement des machines, anticiper les pannes et les dérives dans la qualité. Voilà, donc ça c'est le contexte général, et c'est là que l'IA intervient pour nous aider. Alors, on va rentrer un petit moment dans le fabuleux monde de la donnée. Je vous ai mis une phrase que j'aime beaucoup, c'est que la prédiction est très difficile, notamment quand il s'agit du futur. Bon, voilà, c'est Niels Bohr. C'est une phrase qui est attribuée à plusieurs personnes, mais peu importe. Voilà, j'ai massé, ça illustre un peu tout le monde dans lequel on vit, le monde de la donnée, qui est assez sympathique, vous le verrez. En tout cas, j'espère que je vous le ferai découvrir comme ça. Alors, un peu de technologie, très très peu, mais juste histoire de savoir de quoi on parle. Alors, la data science, c'est quoi la data science? On parle beaucoup de la data science pour l'IA, il y a plein de termes. Alors, c'est un peu comme l'informatique en son temps, hein. On met plein de mots, plein d'acronymes, plein de choses qui paraissent, qui semblent être très compliquées, etc. Bon, voilà, c'est un domaine technique, donc il y a des acronymes particuliers. Alors, c'est vrai que pour beaucoup, la data science, c'est ça, une sorte de nébuleuse totalement incompréhensible. Et au final, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, c'est ça. Ah oui. Voilà, donc c'est un imbroglio de technologie, de choses, etc. Mais finalement, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est de la science, c'est que ce sont des outils et que ce sont des métiers. Et en fait, c'est juste ça qu'il faut retenir, c'est que c'est un nouveau domaine. Il y a des gens qui savent faire, plus ou moins, mais c'est plusieurs métiers, c'est des outils de la science, et c'est pas quelque chose de complètement nébuleux. Ça repose sur pas mal de choses anciennes finalement. Alors, pourquoi c'est complexe? C'est complexe parce que on voit que c'est au centre, comme on le voit sur le schéma de droite, que c'est au centre de tout un tas de choses en fait. Hein. C'est coincé entre le développement logiciel et les infrastructures informatiques, les mathématiques, les statistiques, et puis les experts métiers. Et finalement, c'est la synthèse d'un peu tout ça. Et donc, on sait bien que déjà faire travailler 2 types d'équipes ensemble, c'est déjà voilà, une gageure. Arriver à réunir toutes ces compétences, à les faire travailler ensemble, c'est finalement, et vous le verrez aussi dans mes explications, en tout cas c'est ce que je crois, la clé du succès et la difficulté en même temps. C'est d'arriver à réunir toutes ces énergies. Donc voilà, comme je l'ai mis, c'est une convergence de technologie et de métier. Et puis juste, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, les fondations sont assez solides, sont assez anciennes, en fait. Hein, ça part des statistiques, ça part de beaucoup de choses qui sont connues, mais c'est rendu aujourd'hui possible par la disponibilité des données. Et la disponibilité des données, elle vient de quoi? Elle vient de l'essor des réseaux à haut débit, de la capacité de stockage, de la capacité de calcul. Donc finalement, c'est des choses qui sont connues, des choses qui sont plutôt maîtrisées, en perpétuelle évolution, mais qui sont rendues possibles par des avancées technologiques. Alors, on parle beaucoup d'IA, de machine learning, de deep learning. Il y a des explications à tout ça, il y a des définitions. Bon, moi, je me propose d'oublier ça, en fait. Il faut juste savoir que le deep learning, c'est une sous-famille du machine learning qui est elle-même une sous-famille de l'IA. Mais en fait, tout ça, encore une fois, ce sont des outils plus ou moins sophistiqués qui nécessitent plus ou moins, enfin, qui nécessitent des disciplines particulières dans l'amener des projets. Mais finalement, il y a des gens qui savent faire ça et c'est pas ça le cœur, c'est pas l'enjeu pour moi, ou en tout cas, c'est pas le cœur de ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on parle d'intelligence et finalement, qu'est-ce qu'on arrive à solutionner avec ces technologies-là. Et puis, encore une fois, comment on s'y prend. Alors, on parle d'intelligence, pourquoi? Parce qu'on fait le parallèle avec l'intelligence humaine. Et puis, les problématiques que l'IA ou les concepts que l'IA arrive à manipuler, des concepts d'apprentissage, de raisonnement, de compréhension, de mise en relation, de regroupement de choses, etc. Donc, c'est pour ça
Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir finalement. Le parallèle entre l'intelligence humaine et ce qu'on y met derrière, et puis ce qu'on arrive à reproduire comme phénomène, enfin comme principe ou comme méthodologie ou comme approche pour apprendre, comprendre, etc. Enfin, tout ce qui est marqué ici. Donc, j'en dirai pas plus en termes de technologie. Je m'arrêterai là parce qu'encore une fois, il y a des gens qui savent faire. On peut s'appuyer sur ces gens-là. C'est une discipline, c'est un métier. Un mécanicien qui parle de détails, pareil, va apporter des choses ultra complexes qu'on ne maîtrise pas, que le commun des mortels ne maîtrise pas, qui croit maîtriser parce que c'est plus ancien, mais qui ne maîtrise pas forcément. C'est la même chose pour l'IA. Alors, les acteurs, justement. Ça, c'est pour moi quelque chose d'assez fondamental et d'intéressant. Alors, si on s'intéresse aux data scientists, qui sont les gens qui font la data science, il y a plusieurs façons de les voir. Le sentiment général, c'est celui-ci, hein, c'est la magie noire. C'est des gens qui font brûler des choses, qui découvrent des choses fantastiques, enfin, qui font de la magie. C'est tout sauf de la magie, hein, bien évidemment. C'est au mieux de l'alchimie, c'est-à-dire qu'on transforme des choses en des choses qui ont plus de valeur, mais ce n'est pas de la magie noire. Et donc, j'espère qu'à l'issue de ce que je vous raconte aujourd'hui, vous aurez plus ce sentiment, si tant est que vous l'ayez. Si on regarde ce que disent les informaticiens et les data scientists, parce que bien évidemment, les data scientists, ils arrivent, là, ils marchent un peu sur les pieds des gens qui avaient le monopole des termes compliqués, etc. Hein. Donc, le data scientist, pour l'informaticien, c'est un statisticien qui vit à San Francisco. J'aime bien ça, je trouve ça assez drôle. Il y a une autre explication que j'aime beaucoup, c'est un statisticien qui est meilleur en développement logiciel est meilleur en statistique qu'un développeur logiciel. Donc en fait, voilà, on voit que ça dérange, en fait, hein, ça vient bousculer un peu des choses. Data science, c'est de la statistique sur un Mac. Bon, c'est une autre façon de voir les choses. Si on demande au data scientist, lui, il a une vision assez idyllique de la chose, et il se voit au cœur de tout, il se voit surtout avec un très gros salaire, et avec plein de tâches à accomplir pour sauver le monde, quelque part. Hein. C'est un peu sa vision. Il y a un truc qui est intéressant et qui, pour le coup, est assez vrai, c'est que le data scientist se voit à mi-chemin entre la technique, l'expertise et pardon, je mange mes mots, et l'artiste, en fait, l'artistique. Et en fait, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a une façon d'envisager les choses qui peut être assimilée à un domaine artistique, notamment dans la représentation, qui nous aide à comprendre, la représentation graphique, etc. Donc, même si c'est un peu marrant de voir comme ça, c'est pas totalement faux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est surtout que la data science, c'est un ensemble de compétences et de métiers. Ça, c'est un schéma assez classique qui montre un peu l'écosystème. Alors, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, hein, la convergence de différents métiers, mais on voit déjà, il y a deux types de data scientists. Il y a des data engineers, il y a de l'IT engineer, il y a du data trainer, et puis il y a le domaine expert. Et puis depuis peu, parce que c'est ce qui nourrit tous ces systèmes-là, il y a des problématiques autour de la donnée. Donc on voit apparaître des data managers, des data stewards, des data analystes. Donc en fait, une foule de personnes avec des rôles très ciblés. Et en fait, la data science, c'est ça. Et donc, ce n'est pas une personne et ça a plein d'applications. C'est un ensemble de compétences, une équipe, et on va le voir, ça génère des complexités, mais ça génère aussi, ça nécessite également de s'organiser correctement. Donc, c'est ça qu'il faut retenir pour moi, c'est que le data scientist, c'est un ensemble de métiers, c'est un écosystème complexe, c'est fondamentalement collaboratif. J'y reviendrai, c'est certainement une des plus grandes clés de succès et ça a beaucoup d'impact sur la façon d'aborder ces projets-là. C'est un environnement technologique qui évolue très vite, toujours, et donc qui nécessite que ces gens-là se mettent à la page encore plus vite que n'importe qui. Et puis, accessoirement, c'est des profils difficiles à attirer et à conserver. C'est pareil, ça a un impact sur l'organisation qu'on peut avoir autour de ces projets. Une recommandation, ça peut être de trouver des partenaires dans ces cas-là, au moins pour démarrer des choses et au moins pour avancer. Alors, une fois qu'on a dit ça, voilà, toutes ces sciences, tous ces gens qui gravitent autour tous ces métiers qui permettent de délivrer des solutions, se pose la question de l'organisation. Alors, on décrit traditionnellement 3 types d'organisation: l'organisation décentralisée, l'organisation centralisée et hub and spoke, pardon. Donc, décentralisé, alors c'est déjà, là, on représente des organisations assez complexes, mais peu importe, vous comprendrez la logique. On se dit, tiens, on va mettre au plus près des BU ou des métiers, des data scientists. Alors, souvent, déjà, dans l'inconscient collectif, on se dit, on va prendre un data scientist. On a vu juste avant que déjà, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est plutôt une équipe. Et puis, on va le faire travailler en proximité
avec le métier pour bien cibler les enjeux, pour bien comprendre et puis pour être focus sur la valeur. Donc effectivement, on est focus sur la valeur, on arrive bien à collaborer entre métiers et spécialistes de l'intelligence artificielle. Simplement, il y a un problème de consistance. On garde des silos, qui est souvent un problème aussi qu'on a dans toute organisation, hein, l'organisation en silo qu'on ne cesse de combattre, mais qu'on recrée toujours à un moment donné. Problème de capitalisation du savoir-faire également. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, hein, des équipes difficiles à attirer, à conserver. Si on les segmente, on n'a pas une vraie entité, on n'a pas une vraie équipe, et donc c'est une vraie complexité. Si on passe de l'autre côté, on se dit, OK, on va regrouper tous ces gens-là dans une seule équipe, et puis ça va faire un centre d'excellence, et puis c'est eux qui vont alimenter, qui vont travailler avec tout le monde. Oui, ça apporte de la consistance, bien évidemment, ça résout le problème de la capitalisation de l'équipe que je constitue, que je fais grossir, etc. Par contre, on a un autre type de silo, une proximité avec le business qui n'est pas très bonne, difficulté à prioriser, puisqu'on va devoir servir différents métiers, que ce soit les RH, donc toutes les applications qu'on voudrait servir, bien évidemment l'industrie, et puis une complexité à mesurer la valeur. Donc en fait, la solution qui pour moi s'impose, qui n'est pas une solution forcément à déployer du jour au lendemain, mais celle sur laquelle il faut tendre à mon sens, c'est Hub and Spoke, c'est celle du milieu. Alors, c'est quoi? C'est une équipe intelligence artificielle, traitement de données, en centrale, avec dans les BU ou dans les fonctions des utilisateurs privilégiés qui font le lien entre les deux. Et en fait, pourquoi c'est clé? Parce que les data scientists, pour la plupart, ne savent pas parler au métier, ne comprennent rien au métier, pour être très clair. J'en ai plein dans mes équipes, donc je sais de quoi je parle. Et donc, il faut faire ce lien. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, hein, c'est parce qu'on ne parle pas le même langage, c'est complexe, on n'est pas sur les mêmes schémas, les mêmes paradigmes, etc. Donc, avoir des gens qui comprennent et qui ont un pied dans la data, un pied dans le traitement et un pied dans le business, et qui font le lien entre les deux, pour moi, c'est la meilleure solution pour arriver à avancer correctement, à cibler au mieux et à capitaliser le savoir-faire. Accessoirement, si on veut s'appuyer sur des partenaires, c'est aussi une des meilleures solutions, parce que le partenaire, il peut être l'équipe AI, le centre d'excellence, ou il peut être en renfort, ou aider à démarrer, etc. Mais par contre, on garde le lien avec le business, et on a des gens qui savent parler à ces partenaires-là. Voilà, donc c'est pour moi une organisation qui est efficace, qui est efficiente, et c'est ce vers quoi on est en train de se tourner aujourd'hui chez FIV, par exemple, parce que tout ce dont je vous parle là, c'est exactement des problématiques qu'on a chez FIV, avec des BU dans des métiers très différents, les machines-outils, le process, etc. Et donc, une filiale en centrale, Cortex, qui doit parler avec tous les métiers. Et donc, on est en train de mettre en place des gens qui sont les relais de Cortex dans chacune de ces filiales. Alors, les enjeux maintenant. Ça, c'est tiré d'une étude Aberdeen. On demande, si on demande aux utilisateurs finaux finalement ce qu'ils attendent du 4.0, les attentes sont ici. Et on voit de réduire les coûts de maintenance, améliorer la dispo, augmenter la vitesse en opération, améliorer la qualité, etc. Finalement, toujours la même chose que ce qu'on demandait aux outils d'avant, à l'informatique. Voilà. Donc, ce qu'on découvre ici, je ne sais pas si on le découvre d'ailleurs, mais c'est que finalement les problématiques n'ont pas changé, on ne les a pas résolues, ou pas complètement résolues, ou on en a créé d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas, les problématiques sont encore les mêmes. Donc, on se propose d'aider à mieux résoudre ça à travers des outils plus sophistiqués. Si on regarde le quotidien de Cortex et ce à quoi on est confronté, les problématiques, finalement, c'est assez en lien. Ce qu'on nous demande, c'est de travailler sur les temps d'arrêt inexpliqués, c'est de travailler sur les causes racines, remonter à la racine d'un problème, des remplacements d'outils trop fréquents, de la qualité suivie assez mal suivie, pas assez suivie, d'engagement machine trop faible et des opérations de maintenance non planifiées. Donc finalement, c'est assez en lien avec les attentes. Sauf qu'au final, si on essaie de voir un peu plus loin puis de comprendre ce qui se cache derrière et ce à quoi on s'attache aujourd'hui, en fait, le problème au milieu de tout ça, c'est la prise de décision complexe. En fait, on est toujours confronté à comment je m'appuie sur des faits et comment je décide au bon niveau pour être très efficace. Et si on se dit que l'objectif qu'on poursuit à travers l'IA, c'est celui-ci, donc c'est donner les moyens à des gens de terrain, en plus ça a plein de vertus, puisque si on donne ça à des gens et on ne remplace pas, dans la capacité à faire rentrer ces outils-là, c'est ultra important, j'y reviendrai aussi dans le détail, mais encore une fois, la problématique, au final, c'est la capacité à décider au meilleur niveau et avec des faits qui nous éclairent.
Si on lève un peu la tête ou qu'on regarde sur la droite et sur la gauche, mettre en place des outils d'IA basés sur les données de production, ça a d'autres vertus. Parce qu'en fait, on va être obligé de collecter des données, on va être obligé de structurer les données et de structurer des bases de données qui reflètent le fonctionnement des machines, etc. Et en fait, ces données-là, bon, bien évidemment, on peut s'en servir pour la production et pour l'optimiser, mais on peut aussi regarder ce qui se passe en amont et en aval. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser ces données pour traiter le cycle de vie de l'équipement, du process, etc., dans toute sa dimension, du début, de la conception, jusqu'à la fin de vie, au recyclage. Et donc, on peut remonter des données et on peut traiter des données qui donnent un état de santé machine, une capacité de production, etc., mais on peut aussi ramener des informations pour les gens qui conçoivent, pour les gens qui vendent, pour les gens qui démarrent les installations et puis pour le recyclage. Donc, on voit qu'en fait, l'intérêt que j'y vois aussi au milieu de tout ça, c'est qu'on va tirer tout un tas d'autres outils et d'autres applications beaucoup plus vastes que simplement je me focalise sur les problématiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, si on remonte d'un cran et si on réfléchit à où est-ce qu'on veut aller au bout du bout avec tout ça, finalement, on est là sur une transformation des business models, de la façon de vendre des solutions. Donc, on était dans un schéma où on vendait des équipements et des machines, et ensuite, c'était la personne qui produit, qui se charge de tout ce qui va autour de cette machine. On est aujourd'hui dans une dynamique de solutions, donc on nous demande de remonter un peu plus haut et de vendre, par exemple, la machine packagée avec sa maintenance. Ce qui se cache derrière tout ça, au bout du bout, c'est que les industriels veulent se concentrer sur leur métier, et plus être les gens qui opèrent des machines, les gens qui maintiennent des machines, etc. Et donc, le bout du bout, c'est la machine as a service et c'est la vente de performance. Et donc, nous, on a des clients qui nous disent, on vend nos moteurs à l'heure de vol, par exemple. On veut acheter des machines à l'heure d'usinage. Pour faire ça, et pour vendre de la performance, il faut quand même en être sûr de la performance. Et donc, il faut être capable de la mesurer, il faut être capable de la maîtriser. Et c'est les outils dont j'ai parlé qui permettent ça. Être capable d'anticiper, de savoir, être capable de voir où est-ce qu'on va et comment on y va, ça permet d'agir et de faire en sorte que la performance garantie, on la tienne. Sinon, c'est l'échec assuré. Donc, voilà, il y a tout un tas d'étapes. L'étape d'aujourd'hui, c'est de mieux résoudre les problématiques qu'on a. L'étape de demain, c'est d'aller plus loin sur le cycle de vie machine et d'aller jusqu'au service. Alors maintenant, quelque chose qui est vraiment... le REC, c'est le fruit de déploiement pendant 3 ans de différents projets dans différentes industries. Les clés de la réussite. Alors, la première des choses, j'ai illustré ce que c'est, parce qu'on trouve assez classiquement comme étant les différentes étapes de réalisation d'un process de data science, qui est le cœur de ce que je décrivais avant. Donc, on explique qu'il faut récolter la donnée, c'est ultra important, il faut explorer la donnée, modéliser la donnée, visualiser, etc. Sauf que quand on présente les choses comme ça, pour moi, il manque l'essentiel. Et il manque la seule chose qui va faire que le projet est une réussite, c'est l'objectif. Et si l'objectif, on le met à la fin et qu'on développe des choses en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire une fois que c'est dans nos mains, eh ben, c'est mort. Et ça, c'était notre quotidien en 2018, pour être très clair. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait des vitrines, on voulait du 4.0, sans être très focus sur ce qu'on veut résoudre comme problématique et où est-ce qu'on veut aller. Ça ne marche pas. Voilà. C'est un échec et ça reste un démonstrateur dans un coin et ça ne va pas plus loin. Donc, la bonne façon de voir les choses, c'est d'inverser et de partir du besoin clairement défini. Alors, on verra clairement défini, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Ce n'est pas comme du logiciel. Et c'est ce qui fait certainement la complexité de ce type de projet et la nécessité de réinventer un certain nombre de choses. Mais en tout cas, on part d'un objectif clairement défini et on met ensuite en face de ça des technologies plus ou moins avancées en fonction de la problématique qu'on veut résoudre, mais pas l'inverse. J'en profite au passage pour signaler que dans un projet de traitement de données, il y a 70 à 80% du temps passé sur l'acquisition et surtout l'exploration de données. Et finalement, la fabrication des modèles prédictifs, etc., c'est beaucoup moins chronophage. Et ça, pourquoi ? Parce que la plupart des industriels ne sont pas prêts. Les données ne sont pas propres, elles ne sont pas organisées, et donc il faut passer un temps fou à les organiser, à les comprendre. L'autre chose qui, pour moi, est clé, et qui est pareil, un facteur de réussite ou d'échec, c'est que ça doit être inscrit dans la stratégie d'entreprise. Ça veut dire plein de choses, être inscrit dans la stratégie d'entreprise, mais en tout cas, on sait l'objectif qu'on poursuit, encore une fois, ça fait écho à ce que j'ai dit avant, et puis on sait où on veut aller,
et surtout, c'est porté. Donc, partir du besoin terrain, je l'ai dit, hein, clairement défini, c'est une des façons, on sait où on veut aller et donc on définit des objectifs à court terme. Et ça, encore une fois, c'est dans la stratégie. Il faut impliquer toutes les couches de la société. Donc, on implique le top management. On a besoin de sponsors pour ces projets-là parce que c'est pas si simple que ça, encore une fois. Mais il faut surtout pas oublier de mobiliser les gens de terrain. C'est eux qui ont les outils dans les mains. Ils ont besoin d'être embarqués. C'est des gens, je dois avoir une slide après qui explique ça, mais qui voient arriver ces technologies-là sans les maîtriser et ça leur fait peur, clairement. Enfin, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, il faut les impliquer dès le début pour comprendre et surtout pour définir les solutions avec eux. Parce que c'est eux qui savent. Ce n'est pas les data scientists. Il faut prendre le temps sans en perdre. Alors, pourquoi je dis ça parce que, en fait, les technologies qui sont mises en jeu apprennent des données. Vous l'avez vu, il faut un temps fou pour avoir des données propres, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas natif, ce n'est pas conçu pour, etc. Donc, entre le moment où on va déclencher un projet et le moment où on va avoir des résultats, il va se passer beaucoup de temps. On va dire 18 mois, pour être concret. Si on attend, par exemple, qu'un client nous dise « moi, je veux ça », c'est pas en claquant des doigts qu'on y arrivera, on va partir du temps zéro, et 18 mois plus tard, on pourra dire au client « ah ben tiens, j'ai quelque chose », c'est mort. C'est fini, il faut oublier. Donc en fait, il faut commencer dès aujourd'hui à préparer ce qu'on veut faire demain. Et préparer ce qu'on veut faire demain, c'est travailler sur les données. Ce qu'on veut acquérir, comment on veut l'acquérir, comment on le rend propre et comment on le rend exploitable. Juste pour parler de notre cas à nous, on a un système d'acquisition terrain qui va chercher des données. Une de ses grosses forces, parce qu'il y a plein de systèmes d'acquisition qui existent sur le marché, une de ses grosses forces, c'est qu'il labellise l'ensemble des données avec l'environnement complet de la machine. Et donc, chaque donnée est étiquetée de telle sorte que pour l'utiliser demain ou après-demain ou dès aujourd'hui avec des techniques d'IA, on a déjà pré-mâché tout le travail. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Donc, il faut commencer tout de suite, même si il faut y aller par étapes. Il faut mobiliser un écosystème de compétences. Je vais expliquer juste après de ce que je veux dire par ça. Ne pas négliger le besoin en qualité de la donnée, je l'ai dit, et encore une fois, c'est vraiment important, il faut vraiment se poser la question autour de ça. C'est pas pour rien qu'il y a tout un tas de métiers autour de la donnée qui ont vu le jour ces derniers temps. Et puis, il ne faut pas négliger une chose, c'est que ces projets-là sont des projets de transformation. Tous les projets en sont quelque part, mais ceux-là transforment en profondeur. Ça vient bousculer tout un tas de gens dans l'entreprise. Et donc, si on passe à côté de ça, et si le projet ne tient pas compte de cet aspect-là, de l'aspect humain, c'est également un risque d'échec assez fort. L'autre clé pour moi, c'est collaborer. Ça veut dire plein de choses. L'agilité est clé, oui. Pourquoi il faut collaborer ? Comme je l'ai dit, c'est tout un ensemble de métiers qui viennent alimenter ces solutions-là. Donc, on va venir mobiliser des experts, la qualité éventuellement, les opérations, la maintenance, l'IT, et puis il faut les fournisseurs. Si on oublie ces gens-là, si on oublie l'IT par exemple, c'est sûr qu'à un moment donné, le projet va s'arrêter parce qu'il y a des contraintes, et donc il faut les embarquer. Si on oublie la qualité, c'est pareil. Les experts, il faut les embarquer parce qu'ils sont... il y a deux raisons, à mon avis, importantes de les embarquer. C'est que c'est eux qui ont les clés d'une partie des projets. Et puis surtout, c'est des gens qui se voient menacés par cette techno-là, très souvent. Donc c'est souvent des gens qu'on a en frontal et qu'il faut embarquer. Parce qu'une fois qu'ils sont embarqués, ils s'aperçoivent que finalement, ça les rend plus pertinents au final. La qualité, c'est pareil, il faut les embarquer parce que les modèles prédictifs, c'est vachement puissant, performant, on peut faire des choses fantastiques. On a juste un petit problème d'explicabilité. Donc, pourquoi est-ce que le modèle a sorti ça ? C'est pas toujours facile à retrouver. Et donc, ça ne plaît pas trop aux gens de qualité parce que c'est tout un process. Donc, il faut les embarquer pour leur faire découvrir cette partie-là. Les opérations et la maintenance, c'est à peu près la même chose. Ils sont inquiets parce qu'ils maîtrisent mal cette techno-là. Par contre, ils sont plutôt contents de voir des gens qui s'occupent de leurs problématiques et qui essayent d'apporter des solutions. Donc, s'ils ont compris et si on prend le temps de les embarquer, c'est plutôt des gens qui faciliteront, en tout cas s'ils sont bien câblés. Et puis, au final, c'est quand même eux qui vont utiliser ces outils-là. Donc, si on ne les embarque pas, c'est pareil, on a raté l'essentiel. L'IT, je l'ai dit, il y a des problématiques de cybersécurité de plus en plus marquées, des problématiques d'infrastructure. Si on n'embarque pas l'IT, à un moment donné, il dira non, il dira stop et bloquera le projet. C'est sûr, et c'est normal. Et puis le fournisseur, alors, je milite un peu pour ma paroisse, mais malgré tout,
je le dis parce que j'y crois foncièrement, il faut sortir d'une relation client-fournisseur classique. Il faut réinventer ça parce que le cahier des charges de 1000 pages qu'on transmet à un faiseur de logiciel qui va développer ce dont je rêve, déjà ça ne marchait pas hein, en son temps. J'ai fait ça pendant 20 ans, ça ne marche pas déjà, mais on s'en approche. Là, on n'est déjà pas capable de décrire ce qu'on veut de façon exhaustive et on découvre des choses au fur et à mesure. Donc, si on n'est pas dans un mode beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus agile, il n'y a aucune chance d'arriver au bout. Voilà. Le fournisseur, généralement, n'a pas la connaissance métier et il a besoin des données. Et ça, c'est un autre sujet. Il faut comprendre, parce que c'est une problématique à laquelle on est confronté régulièrement, il faut comprendre que si on veut développer des choses, des modèles, etc., il faut qu'on puisse utiliser les données. On n'en est pas propriétaire, on n'a pas besoin d'être propriétaire, mais on doit pouvoir les utiliser. Donc, il faut trouver un moyen de rendre disponibles ces données d'une façon qui sécurise tout le monde, mais il ne faut pas dire « Ah ben non, mes données, elles sont trop précieuses, etc., je ne les donne pas ». On ne fera rien sans ça. Donc, encore une fois, il faut réinventer toute la façon dont on peut collaborer, et notamment avec ses fournisseurs, enfin entre clients et fournisseurs. On est tous embarqués dans la même galère. Je sais bien que c'est assez difficile à comprendre ou à adopter parce que ce n'est pas les schémas classiques, mais pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Je ne sais pas du tout combien j'en suis dans le temps. Je suis en retard. Quelques cas, je vais aller vite parce que je ne suis pas très avancé. Je vais passer très vite là-dessus, ce n'est pas très grave. Un cas dans l'industrie d'application de l'IA, on est chez des gens qui fabriquent des films plastiques de protection, et puis on est dans un cas où on a un taux de rebut qui est jugé trop important, il se trouve que c'est le produit phare, et en fait, je vais interroger les différents métiers, la qualité, le process, enfin les méthodes, les gens qui sont sur le terrain, qui opèrent la machine, etc., les différentes équipes, il n'y en a pas un qui a la même, qui a mis le doigt sur la même problématique, et pas un qui a la même solution. Et donc là, l'industriel nous dit, ben moi, je voudrais arriver à objectiver les raisons de nos qualités, et donc je voudrais pouvoir construire une feuille de route pour remédier à ces problèmes-là. Et ben, on fait ce qu'on appelle, dans ce cas-là, donc bâtir un programme d'amélioration ciblée, on fait ce qu'on appelle dans ce cas-là une recherche des facteurs influents. Donc on va essayer, à la fois par des approches statistiques et par des approches de modélisation, de voir sur un historique de données, là on avait 2 ans de données par exemple, quels sont les facteurs qui ont le plus d'influence sur le process et sur la qualité. Et donc on va utiliser, je vais aller... Merci. J'ai une pancarte, vous ne voyez pas, mais j'ai une pancarte qui me dit combien il me reste de temps. Merci. J'ai perdu le fil du coup. Non. Donc, on va mener une analyse, à la fois modélisation, à la fois classification des défauts, paramètres, etc., pour essayer de comprendre finalement au bout du bout, dans tous les paramètres qui régissent un process, où est-ce que je dois me focaliser parce que je peux bouger une valeur qui n'a aucune influence, je n'arriverai pas à corriger mes problèmes. Donc là, on essaie d'objectiver, et puis en gros, alors, là je vais aller super vite, je suis désolé, on a différentes étapes, encore une fois, mais ce qu'on produit dans ce cas-là, c'est un rapport qui donne l'état des différents paramètres, la corrélation de ces paramètres entre eux, mais surtout, quand je bouge un de ces paramètres, lesquels bougent en conséquence, et surtout qu'est-ce qui se passe au bout du bout. Et en fait, ça a plusieurs intérêts parce qu'on produit une liste de recommandations à cette étape-là. Donc, on met le doigt sur ce qui va nous permettre d'influencer le plus. Là, typiquement, on avait des problématiques de stock de colle. Il y avait 3 stocks dans l'entrepôt. Sur les 3 stocks, il y en avait un qui marchait bien pour des conditions environnementales et 2 autres qui perturbaient le bon fonctionnement de la colle et qui généraient beaucoup de non-qualité, par exemple. Bon, ça, c'est pas facile à de mettre le doigt dessus. Bon, ce type d'analyse le permet. Et puis surtout, on se prononce également sur l'étape d'après en disant, bon, OK, vos données sont suffisamment complètes et suffisamment intéressantes pour qu'on puisse projeter sur un modèle prédictif en ligne qui permettra de vous, en temps réel, de vous alerter en disant, on est en train de dériver et la qualité en sortie ne sera plus la bonne, donc il faut agir. Ou alors agir en automatique. Voilà, donc ça, c'est un type d'application où on va s'arrêter à des recommandations et charge au client soit d'aller plus loin, soit de mettre en place un certain nombre d'actions correctives sur la base des recommandations et des phénomènes sur lesquels on a mis le doigt. Là, c'est pareil, je vais passer ça très vite, c'est un peu d'intérêt. Si on pousse plus loin et si on va au modèle prédictif en ligne, et là, pour le coup, y compris jusqu'à agir sur le contrôle-commande, on est dans le cadre d'une ligne de production d'acier, donc une ligne de galvanisation. De galvanisation d'acier, c'est long, il se passe plein de choses, il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a tout un tas de choses. Mais en gros, on a là, dans le cadre de ce projet-là, de cette solution-là, 2700 paramètres qu'on régit en temps réel.
Et en fait, l'enjeu est simple, c'est je rentre des bobines d'acier dans un bout, avec comme particularité que j'accepte une qualité plus ou moins variable. C'est l'enjeu du projet. Et à la sortie, je veux ressortir de l'acier auto. Donc, je veux évaluer et je veux prédire en temps réel la qualité de l'acier à la sortie. Et m'assurer que l'élasticité, enfin les contrôles qui sont faits normalement en destructif et a posteriori, j'ai plus besoin de les faire parce que sinon, je suis obligé de déclasser mon acier. Donc, l'idée, c'est d'agir et d'agir avant que la qualité soit dégradée. Donc là, on a proposé une solution assez originale. Bon, il se trouve que c'est une solution où il y a pas mal d'apports de FIV, parce qu'on est présent dans l'acier, mais peu importe. La façon up-to-date de faire dans ces cas-là, c'est qu'on a un modèle physique qui permet de modéliser le comportement de la ligne et qui permet de déduire un certain nombre de choses. Donc, je ne sais pas si on voit peut-être pas très bien. Sauf que quand on est sur des nouveaux process, des nouveaux aciers, comme dans ce cas-là, un acier dual phase, la physique est assez mal maîtrisée. Donc, finalement, on a pas mal de déchets. Donc là, ce qu'on a proposé, c'est de dire, on va vous développer un modèle prédictif de qualité. On va évaluer 3 caractéristiques principales des aciers qui font que ça, au bout du compte, c'est un acier auto ou pas. Et en fait, on va aller chercher les 2700 paramètres qui résistent la ligne. On va en même temps récupérer la sortie du modèle physique parce que c'est une information qui est intéressante. Et on va calculer les dérives. Et quand on dérive, par contre, on va déclencher une boucle d'optimisation pour aller chercher l'ensemble des paramètres qu'on doit réinjecter dans le contrôle commande. Et en fait, on a développé une boucle fermée, complète, basée sur une intelligence artificielle qui regarde tous les paramètres, qui regarde comment ça dérive et qui réactualise les paramètres pour garder le contrôle. L'économie réalisée est assez substantielle dans ce cadre-là, dans ce projet-là. Simplement, pour aller vite, si on s'intéresse aux résultats, donc il y avait trois critères à regarder, la dureté, l'élasticité, la flexion. Si on prend le modèle métallurgique, qui était ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, on va dire, ou la façon classique de faire, et qu'on prend cette référence comme valeur 1, sur la dureté, la précision est multipliée par 2, en fait, avec le machine learning en complément. Sur l'élasticité, multipliée par 3, et sur la flexion, multipliée par 6. Donc, en fait, on obtient des précisions dans ce qu'on est capable de traiter qui sont sans commune mesure avec ce qu'on avait avant. Et donc, ça nous permet d'agir sur les paramètres, ça nous permet de contrôler, parce qu'on maîtrise beaucoup mieux la façon dont on gère le process. Je suis désolé, je ne peux pas rentrer plus dans le détail, je suis obligé d'aller très vite. Je savais que ça serait court. Et puis, dernier cas d'application, qui est un cas d'application assez classique chez Cortex, chez FIV. Donc là, on est sur des îlots de production de machines d'usinage, 12 machines d'usinage 5 axes, fabriquent des pièces pour l'aéro, et avec une problématique relativement simple, c'est des machines qui tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et l'industriel nous dit, voilà, les chiffres de nuit et les chiffres de week-end, plus personne ne veut les faire. Donc, on est avec des équipes réduites, avec des compétences limitées, et notamment en maintenance. Et donc, le moindre souci, aussi simple soit-il, conduit à des arrêts de prod assez substantiels. Donc, nous, on veut être capable d'anticiper une semaine à l'avance comment vont se dérouler les shifts en termes de santé machine. Est-ce qu'on va rencontrer des problématiques et est-ce qu'on doit agir? Donc, détecter des pannes rares. Et en fait, le bout du bout, c'est de voir aussi, là on est dans ce cadre-là, à quel point on peut s'orienter vers des solutions de machines as a service, donc de l'achat de temps d'usinage et donc de performance plutôt qu'autre chose. Donc là, on déploie des solutions d'IA qui modélisent le fonctionnement de la machine, qui modélisent les pannes. Et le but du jeu, c'est d'être capable de faire du diagnostic et du pronostic. Diagnostic, j'isole la panne, j'isole le signal faible, je caractérise la panne qui en découle, et ensuite j'essaie de voir comment le système se comporte pour être capable d'évaluer le temps qui me sépare de la panne. Donc je fais le diagnostic puis le pronostic. Et du coup, j'alerte et je dis, voilà, les prochains chiffres vont se passer correctement et vous n'aurez pas de difficultés particulières, ou alors il y a tel et tel système qui risque de rencontrer avec une probabilité tel type de problématique, et donc j'agis. Bon, ce qui est en bas, c'est le modèle prédictif, mais peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail. Et donc ça, c'est des choses qui sont en cours de déploiement, là, ce projet-là particulièrement, avec une prédiction à 10 jours. On essaie d'anticiper un peu plus. Et on est en train de mesurer aujourd'hui l'impact sur le TRS. Donc, on est en train de mesurer. Alors, bon, il y a 12 machines. Il y en a une qui est équipée de capteurs supplémentaires. Je ne rentre pas dans le détail, mais le projet est assez bien construit pour arriver à mesurer correctement ce qu'il en est. Et j'en ai fini. Merci. Super, merci beaucoup David pour cette conférence très, très éclairante et très riche. Est-ce qu'on va prendre le temps des questions-réponses?
Il y a des questions sur le chat. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui. Bonjour, Alexandre Daoud. Je voulais savoir si, dans les exemples que vous avez montrés, si notamment de l'acier, est-ce que ça amène obligatoirement à ce qu'on robotise au maximum? Non. Là, on est sur une ligne classique. C'est-à-dire qu'on est reparti. La seule chose qu'on a modifiée, c'est le contrôle-commande. Encore, le contrôle-commande de la machine reste le même, simplement on vient réinjecter les paramètres. Donc on est venu greffer un système externe. Pour répondre de façon un peu plus complète, 99% des projets qu'on mène aujourd'hui, c'est sur des installations existantes, sur des machines qui sont en place, et donc avec des process qui tournent, etc. Merci. Une question du chat sur le Hub and Spoke. Est-ce que les personnes sont à plein temps ou est-ce que c'est en plus de leur métier? C'est une question de Caroline. Non, c'est à plein temps. Après, ça dépend du volume, mais c'est des spécialistes, donc c'est des gens qui font ça à longueur de journée. Ce que je voulais montrer surtout ici, c'est que la fausse bonne idée, c'est de se dire, parce que je la rencontre chez plein de clients, je vais prendre un data scientist, je vais le mettre dans mes équipes et puis il va me faire des miracles. Non, parce qu'il y a plein de métiers, non, parce que la personne va s'ennuyer, va s'en aller, non, parce que plein de choses. Donc il faut organiser les choses différemment. Okay, merci. Une question à la salle. Ce matin, j'étais dans une PME qui a une chaîne de galvanisation aussi, et une chaîne de peinture, dans lequel il n'y a pas vraiment de qualité, ils ne sont pas encore ISO 9001, il n'y a pas trop de processus, donc il n'y a pas du tout d'équipe en local pour aider sur la partie technique, on va dire, quand il y a les connaissances métiers. Est-ce que ces technologies sont ouvertes aussi aux PME aujourd'hui pour les aider sur ce type de problématique? Alors, ces solutions sont tout à fait ouvertes pour n'importe quel des grands industriels comme PME. Il y a bien évidemment un niveau de maturité à atteindre, et dans certains cas, là, je vous ai bien évidemment présenté le bout du bout et puis le plus joli, hein, mais il y a un certain nombre de choses à mettre sous contrôle. Et donc, ce que j'ai passé très très vite là, dans le cheminement qu'on prend, le début, c'est un audit. On vient voir les machines dans leur environnement, on vient voir comment elles sont maintenues, comment elles sont opérées, parce qu'une machine dans un labo et une machine sur le terrain, c'est pas du tout la même chose, elles ne se comportent pas pareil. Parce qu'en fait, moi, les industriels me disent souvent, oui, mais moi, je fais des machines fiables. Oui, vous êtes industriel, donc voilà. Simplement, une fois qu'elles sont dans les conditions réelles, c'est plus la même musique. Donc, on vient voir, pareil pour la qualité, on vient voir le niveau de maturité. Et dans certains cas, moi, je suis allé, voilà, c'est une filiale, on partait du papier, quoi. Les dossiers étaient papier, et ils voulaient faire de l'IA. On est passé par l'étape de, je vous développe le moyen de consolider ces données dans une base de données propre, organisée, etc. Puis, j'instrumente. Puis, j'attaque de l'IA. Donc, on peut, je suis allé encore une fois très vite, mais il faut découper le projet en sous-parties pour y aller par étapes, quoi. Là, c'est le bout du bout. Ok, merci. Il y a encore une question dans la salle. Nicolas Debert, en termes d'acceptabilité, sur la ligne de production d'acier, il y a un enjeu énorme avant de donner les commandes de la ligne à des algos. Donc là, il y a une démarche d'accompagnement. C'est ce que je disais un peu à travers mon exposé. Il faut absolument embarquer. Après, il y a différentes façons de prendre les choses. Nous, notre credo, c'est de dire la solution, on va la livrer à des gens, et donc on veut les embarquer, pour à la fois capter un certain nombre de choses, mais aussi dessiner une solution à leur image. Ça veut dire que nous, on a des briques, mais que la solution, elle est spécifique, au final, dans son apparence, dans son look and feel, dans son expérience utilisateur. Et c'est une des bonnes façons d'embarquer, mais ça, il faut le faire dès le début. Et il faut expliquer, et on passe beaucoup de temps à faire des séances de démystification un peu de ces technos-là, parce qu'au final, encore une fois, c'est des outils. Hein, c'est complexe en apparence, mais c'est complexe à mettre en œuvre, malgré tout. Il ne faut pas cacher la complexité, mais c'est des outils, il y a des gens qui savent faire. Et l'enjeu, il n'est pas là, finalement. Donc, on les embarque, on leur explique ça, on essaie de leur montrer ce que ça peut être, on montre des cas, on montre des choses. Il n'empêche qu'il y a de la réticence, il n'empêche que, et c'est pour ça aussi que dans l'entreprise cible, il faut embarquer tout le monde. Il faut que ça soit dans la stratégie, il faut que ça soit affiché, il faut qu'il y ait un sponsor, et ensuite il faut aussi de l'émulation, embarquer ces gens. Et c'est certainement une des choses les plus difficiles, enfin, les plus complexes ou les plus importantes. Et je vais donner une question du chat. Jean-Luc qui nous demande, est-ce qu'il y a différents niveaux d'intelligence artificielle? Est-ce qu'elles sont toutes équivalentes?
Question pas simple à répondre. Oui, l'intelligence artificielle, c'est pas que des modèles prédictifs, c'est plein de choses. Un moteur de règles, par exemple, où j'essaye d'émuler le fonctionnement d'un cerveau en disant si j'ai ça, alors je fais ça, puis ensuite je fais ça, etc. C'est assimilé. C'est l'intelligence artificielle d'un peu avant, mais c'est assimilé à l'intelligence artificielle. Donc il y a plein de niveaux et plein de technologies plus ou moins complexes. C'est aussi très lié. Bon, à l'objectif qu'on poursuit, aux données qu'on a à disposition. Et donc, oui, il y a un panel très vaste de technologies. Le schéma du métro que je vous ai montré au début, là, ce n'était pas le métro, hein, c'était bien toutes les technologies qu'on a à disposition. Et donc, il y a différents niveaux de complexité et d'apport au final. Hein. Et en fait, le vrai enjeu pour moi, finalement, et là où les data scientists ont toute leur valeur ajoutée, c'est d'aller chercher là-dedans les bonnes technos à mettre en face de tout ça. Et certainement pas de dire, je vais vous pousser du deep learning parce que c'est le truc à la mode. Deep learning, ça fait des choses fantastiques, mais ça ne fait pas tout. Donc, c'est d'aller piocher la bonne techno au milieu de tout ça. Et c'est en ça que je disais que c'est un écosystème, c'est très mouvant, la complexité, elle est là pour moi. Une question dans la salle. Une dernière question pour moi. Si dans un processus de fabrication, vous avez des problèmes et que par hasard, ce serait lié à une cause qui est relativement évidente, ma question, elle est est-ce que dans votre processus, avant d'enclencher un projet comme ça, moi j'ai travaillé en usine, j'étais en manufacturier pendant quelques années, on avait des problèmes de fabrication et en fait, certains relevaient du multiparamètre et de la corrélation, d'autres relever simplement de pratiques bizarroïdes en fait étranges qui auraient pu avec des séances d'analyse de cause avec un petit diagramme d'Ishikawa avec 3 séances de travail, on aurait pu régler 90% du problème. Donc est-ce que vous faites ça avant ou est-ce que vous assurez que le client l'a fait avant de lancer la grosse version? Alors clairement, quand on vient faire l'audit, quand on vient voir le niveau de maturité, il faut pas se méprendre. Si je parle de la maintenance, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas de maintenance, il ne va pas subitement, avec un modèle prédictif, devenir le champion du monde de la maintenance. Pour arriver à déployer ça et pour arriver à le mettre sous contrôle, et déjà pour avoir la matière qui permet d'aller à cette étape-là, il faut déjà avoir mis sous contrôle un certain nombre de choses et être déjà propre. Donc, c'est pas je pars de rien et j'arrive à cette extrémité-là. D'ailleurs, c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, on ne passe pas de rien à tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment incrémental et il y a des choses à mettre sous contrôle. Et il y a des choses qui sont du domaine classique, hein, de la qualité de production. Et ça n'exclut pas toutes les bonnes méthodes. Surtout pas. Alors, je témoigne que j'ai travaillé en fonderie et qu'en fonderie, la gestion des paramètres de dégazage des noyaux, etc., ça, à l'époque, si on a vu du deep learning, on aurait gagné des années de travail. Et en fait, pour compléter, ce qu'on aime bien, c'est quand on fait ces études-là, c'est finalement 80% de ce qu'on découvre, on enfonce des portes ouvertes. Ça veut dire que ce qu'on a modélisé est bon. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est les 20% qui restent. Parce que là, on commence à ouvrir les yeux et puis on commence à se dire, si tout ce qu'on montre, on découvre, c'est rarement bon signe, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Autre question du chat, est-ce que la collecte des données se fait dès le début du projet afin de développer la modélisation? Sébastien qui vous pose cette question. Alors, on étudie en fait, si on prend le cas de la maintenance prédictive par exemple, une des premières étapes après l'audit, etc., ça va être de modéliser la machine, sous sa forme propagation des défauts, cause de défaillance, etc., pour être capable de définir si on a les bons capteurs aux bons endroits, en gros. Donc, on va s'intéresser à la détectabilité. Et donc, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut, finalement, pour demain, pouvoir faire du prédictif? Donc, oui, on commence, et c'est pour ça aussi que je disais, il faut prendre le temps sans en perdre. Il faut commencer par ces phases-là, qui sont quelles données, pourquoi faire, et comment je les structure, et comment je fais en sorte qu'elles soient propres. Merci. Une autre question du chat de Caroline. Est-ce que c'est indispensable d'avoir de l'IoT en place? Non, ce n'est pas indispensable. C'est souvent… Alors, ce que je dis… Alors, dans le process, c'est assez dans le process, ça marche plutôt bien. On n'a pas souvent besoin de rajouter quoi que ce soit parce que les capteurs qui sont installés pour gérer le process sont les capteurs qui donnent des informations sur la qualité qu'on fabrique. Donc, on est déjà quasiment opérationnel. Apprendre avec des pincettes, ce n'est pas toujours le cas. Dans la machine, c'est très différent. Dans la machine, les capteurs qu'on met dans une machine, c'est pour la piloter, certainement pas pour la diagnostiquer. Et donc, dans ce cas-là, il y a besoin de rajouter. Mais on peut rajouter plein de façons différentes, externes à la machine, à travers l'IoT. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut commencer d'une machine telle qu'elle est et voir jusqu'où on peut aller
en se disant on obtient un résultat A, et si on veut aller plus loin, on peut rajouter des capteurs, etc., et pour obtenir le maximum qu'on veut obtenir. Ok. Merci. Autre question. Qui dit IA dit collecte et stockage des données. Alors, est-ce que l'IA est compatible avec le Green IT? Question de Carole. Je ne saurais pas. Je saurais pas répondre d'une façon très tranchée. En tout cas, c'est clairement des champs de recherche. Et tout le monde travaille à réduire cet impact-là. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est quand on développe un modèle prédictif, le gros du travail, enfin en tout cas le gros de la puissance de calcul nécessaire, il est pendant les phases d'entraînement, donc il est pendant un moment très court finalement dans la vie du modèle. Après, se nourrir, le modèle qui se nourrit des données terrain et qui les traite, ça reste assez light en termes. C'est très variable, il y a des process très, très compliqués, voilà, mais d'une façon générale, c'est surtout la phase d'apprentissage qui nécessite beaucoup de puissance CPU, beaucoup de puissance de calcul, et donc ça se déroule sur un temps relativement limité. Mais encore une fois, on rentre aussi dans la problématique de réduire la consommation des ordinateurs, etc. Très bien. Merci. Encore une autre question. Quel stack techno utilisez-vous? Avez-vous une démarche MLOps en place? Oui. Julien. Oui, alors Stack Techno, je ne vais pas la détailler là, mais on a effectivement une démarche DevOps qu'on a extrapolée au machine learning, etc. Et on s'appuie sur une plateforme qui n'est pas de notre conception, mais qui nous aide justement dans les activités MLOps. Okay. Quand on peut, je vais rebondir sur la question quand on peut, parce qu'en fait, ça nécessite une continuité de bout en bout et ça nécessite que les modèles tournent à un endroit où on peut y accéder. Très souvent aujourd'hui dans l'industrie, les modèles sont développés dans nos bureaux, etc., mais après, ils sont opérés edge, donc en pied de machine, sans aucune connexion avec l'extérieur, ce qui pose un certain nombre de problèmes, notamment pour les problématiques des MLOps, etc. Et c'est très souvent le cas aujourd'hui. Ça bougera, parce que la confiance dans le cloud, etc., avance petit à petit, mais aujourd'hui, ça reste une problématique. Merci. Cédric qui nous dit « Bonjour, je comprends que l'on part dans l'inconnu en démarrant d'un projet sur l'IA et que l'obtention d'un résultat n'est pas assurée. Quel est de manière macro le taux de projets qui aboutissent positivement ?» Alors, on part dans l'inconnu, oui et non. Enfin, on ne part pas complètement dans l'inconnu. On part dans l'inconnu si les enjeux ne sont pas clairement établis et si la problématique qu'on veut résoudre n'est pas clairement déterminée. Là, c'est sûr, on part dans l'inconnu. Si on est dans le cadre d'un démonstrateur, comme je disais, etc., on n'arrivera à rien. Si la problématique est quand même claire sur le papier, on ne part pas dans l'inconnu, on part dans un cheminement. Ce n'est pas la même chose. Par contre, ce qu'on ne saura pas dire a priori, c'est le niveau de précision qu'on va obtenir, etc. Donc, encore une fois, il faut itérer, il faut cheminer, mais il y a quand même des moyens au départ de s'assurer d'un certain nombre de choses. Et notamment, quand on parle de données existantes, nous, on fait des pré-analyses, de la pré-modélisation qui nous donne une bonne intuition sur le niveau dont on part. Si on part avec une précision de 30%, on sait que c'est assez compromis. Si on part plus haut, etc. Donc, on fait ces opérations aussi de qualification un peu des dossiers pour comprendre où est-ce qu'on peut arriver. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je me suis emballé à moi. Cédric qui nous dit si ça lui suffit comme réponse. Frédéric qui nous demande, avez-vous des projets d'IA axés sur le comportement humain et pas uniquement sur le comportement machine? Non. Et si oui, pour quel use case? Non, là, pour le coup, nous, on s'est focalisé sur les données qui viennent du terrain et liées au fonctionnement des process et des machines. Julien nous demande, comment assurez-vous le suivi des modèles déployés suite au changement des conditions de production? Alors, c'est justement là où, quand on est dans une architecture type cloud, ça facilite la vie. Donc, on a un service, en fait, où nos data scientists s'assurent du fonctionnement du modèle. On a des métriques en place qui permettent de voir si le modèle dérive ou pas, etc., et le suivre. Et puis, surtout, on a des processus qui font que quand on rencontre des nouveaux cas, quand on parle de maintenance prédictive, on modélise le fonctionnement de la machine et on modélise les pannes. Quand le modèle détecte qu'il n'est plus dans un fonctionnement normal, il sauvegarde le dataset de telle sorte qu'on puisse entraîner. Donc ça, c'est des services qu'on propose à travers un abonnement, mais il faut que l'infrastructure en place le permette. Sinon, on peut le faire en mode batch, c'est-à-dire qu'on va voir de façon régulière dans le boîtier qui est installé sur le terrain
c'est nettement moins efficace, c'est nettement plus coûteux aussi, enfin, c'est plus complexe au final. Mais on le propose. Merci. Julien, qui rebondissait sur la question de Cédric précédente, sur le taux d'aboutissement positif. Ouais. Concernant les coûts de déploiement, est-ce qu'on a atteint des niveaux de ROI intéressants? Pour qui? L'exemple que je citais dans l'acier, là, je pense que le ROI, il est de moins d'un mois, pour être très clair. Nettement moins d'un mois. Donc, encore une fois, tout l'enjeu, c'est de bien qualifier le projet, la problématique qu'on adresse. Mais oui, il y a des projets où le ROI est au rendez-vous. Il y en a d'autres où c'est plus délicat, notamment, encore une fois, si c'est assez mal ciblé au départ. Oui, c'est ça. On en revient au ciblage de départ. Jean-Luc qui nous demande, est-ce qu'il faut subir un événement pour pouvoir le prédire? Oui. Enfin, dans les approches de type machine learning, etc., oui, il faut. C'est basé sur la reconnaissance de motifs, de données qui codent pour tel ou tel défaut. Donc, il faut effectivement. Alors après, on peut. Tout dépend des industriels, tout dépend des contraintes, mais on peut dérouler des plans d'expérience qui nous permettent d'injecter des micro-défauts dont on recueille les signatures, etc. Donc, on peut accélérer le phénomène, mais oui, c'est pour ça que je dis que ça prend du temps aussi. Voilà. Et après, il y a d'autres. Alors, on déploie d'autres outils qui font que du diagnostic et qui ne font pas le pronostic en attendant. Donc, le pronostic, c'est l'évaluation du temps restant, en attendant d'avoir suffisamment de données pour être capable de faire le pronostic. Oui. Moi, j'ai une question. Ambroise, Bruxelles. Tu fais mention vraiment de temps réel. C'est quelque chose qui est pour moi assez frappant dans l'IA. On a parfois tendance à voir ça comme quelque chose qui est parfois a posteriori. Ouais. Comment on met ça en place quand on a des données qui sont disponibles malheureusement qu'à posteriori? Nous, par exemple, on a des productions par batch, ouais. Et les taux de reboul sont qualifiés au batch et on voudrait pouvoir agir instantanément. Quelle est un peu l'évolution qu'il faut mettre en place pour… ça se passe après sur l'acquisition. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser les données batch au début pour qualifier et puis pour voir si on arrive à des résultats. Et après, on va s'intéresser à d'où viennent ces données, comment on peut les extraire en temps réel. Donc, on peut, typiquement, c'est des sujets qu'on adresse assez souvent, hein, connecter la gateway pour aller chercher les données là où elles se trouvent. Ça, c'est un véritable enjeu aussi, hein, choisir les bonnes fréquences d'acquisition en fonction des métriques qu'on veut suivre, etc. Et donc, c'est un projet dans le projet, en fait. Mais oui, effectivement, il faut aller chercher, à un moment donné, il faut aller les chercher en temps réel. Alors ça, encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut faire. Hein. Il y a plein de cas où le batch suffit largement. Si on s'intéresse à des grandes problématiques qualité et aller mettre le doigt sur les facteurs influents, pas de souci pour le batch. Ouais. Si on veut agir sur la qualité et la mettre sous contrôle, bah oui, il faut du temps réel ou temps réel, du faux temps réel, hein, mais en tout cas du flux. En termes de durée, les projets, par exemple, le projet pour l'acier, c'est à peu près 8 mois. Donc, c'est pas complètement… Après, encore une fois, ça dépend d'où on part, ça dépend du niveau de maturité. Il y a des projets 24 mois, il y a des projets 3 mois. Enfin, voilà, c'est très, très dépendant de la matière qu'on a au départ et de toutes les étapes par lesquelles on doit passer. Mais quoi qu'il arrive, ça prend du temps. Voilà, je pense qu'il faut l'intégrer, ça prend du temps. Merci David. On arrive à la fin de cette conférence. Right on time. Et merci pour grand plaisir. Sa richesse. Avec une conférence pleine de boîtes à outils, hein, en fait. Oui. Il faut préciser qu'on travaille avec toi et tes équipes à la Ruche sur le projet Vision et Supervision Connectée, par IA et Analytics. Peut-être que cette conférence pourrait avoir un deuxième temps à un autre moment. On en parlait ce matin avec l'équipe pour manipuler davantage sur un format différent, peut-être un peu plus atelier, à discuter là, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, dès que les choses s'amélioreront, parce qu'elles vont s'améliorer, ça c'est sûr. Oui, parce que je suis quand même assez frustré de parler à un ordinateur. Mais bon. On sent que tu as un homme de contact et l'exercice est dur, mais tu as réussi avec brio. Bravo. Merci. J'en profite pour annoncer la prochaine conférence déjeuner de la Ruche, le 25 février prochain, sur les émotions, nos alliés insoupçonnés. Christelle Deltor qui viendra nous apporter des éclairages sur cette thématique pour trouver tous les liens et les inscriptions sur notre site internet. Merci. Merci à tous. Bonne fin de journée.